Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Gérald Bronner pour une conférence intitulée De la post-vérité à la post-réalité. Ça correspond évidemment à, si l'on peut dire, des réalités bien présentes et même trop présentes. La post-réalité fait partie aussi c'est le thème principal d'un de ses grands derniers livres qui est À l'assaut du réel, qui est paru récemment aux presses universitaires de France. Alors, Gérald Bronner est professeur à la Sorbonne, il est membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine, ainsi que de l'Institut universitaire de France, il est sociologue, il travaille sur les croyances collectives, les erreurs de raisonnement et leurs conséquences sociales. Il a publié plusieurs ouvrages traduits dans une dizaine de langues, dont L'Empire des croyances, déjà au PUF en 2003, qui a reçu un prix de l'Académie, et La démocratie des crédules, pour laquelle il a reçu de nombreux prix. Et son livre sur la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Là encore, c'est tout à fait actuel, même si si c'est paru en 2016, a reçu un prix européen important, ainsi que son ouvrage Apocalypse cognitive, et aujourd'hui euh, qui a eu le prix aujourd'hui. Euh, il est aussi également éditorialiste à l'Express et à France Inter où il a une rubrique le vendredi matin qui est intitulée Raison gardée. Par ailleurs, il a été nommé en septembre 21 président de la commission la démocratie à l'âge du numérique. En fait, je crois que l'intitulé exact est Les Lumières à l'âge du numérique. C'est du moins comme cela que c'est intitulé sur le document téléchargeable sur le site officiel de la présidence de la République. C'est un rapport qui propose 30 recommandations pour limiter les perturbations de la vie démocratique par les fausses informations. Ce rapport, dont je vous recommande la lecture, j'ai donné d'ailleurs le lien dans le bulletin, le dernier bulletin La Reconstruction, euh, a, a été rendu en janvier 2022. Et puis, Gérald Bronner est aussi le fondateur de l'UPREC, Université populaire de la rationalité et de l'esprit critique. Euh, c'est, c'est pas seulement un vaste programme, c'est un programme tout à fait actuel. J'ai plaisir à lui laisser la parole et après sa conférence, nous aurons une discussion qui s'achèvera à 19h10 car le conférencier ne peut pas dépasser cet horaire. Voilà, Monsieur Brunner. Oui, merci, cher François Rastier, cher collègue, de cette présentation très étendue. Je suis ravi, chers collègues, chers amis, chers confrères, consoeurs, éventuellement, de vous retrouver. Je crois que vous m'aviez déjà invité il y a quelques années, n'est-ce pas, me semble-t-il, dans votre séminaire. Et donc, c'est un plaisir d'y reprendre la parole pour évoquer des thèmes qui me sont chers et qui m'accompagnent, comme il a été dit finalement depuis maintenant de nombreuses années. Donc, toutes mes excuses pour tout à l'heure. La raison en est, si je dois vous quitter à 19h10, grand maximum, que je dois être en Sorbonne à 19h30 pour l'UPREC, précisément l'Université populaire, la rationalité et l'esprit critique. Donc, j'aurai 20 minutes en courant pour retrouver l'amphithéâtre Richelieu. Vous êtes par ailleurs tous les bienvenus parce que nous avons maintenant 10 intervenants et nous en aurons plus encore l'année prochaine.
Et tout ça me réjouit puisque la défense de l'esprit critique, de la pensée méthodique me semble être devenue un soft skill, comme on dit dans certains milieux, tout à fait essentiel aujourd'hui. Alors nous qui sommes universitaires, nous sommes habitués en fait à tenter de convoquer autant que nous le pouvons la pensée méthodique, mais il n'en va pas toujours de même pour un certain nombre de nos concitoyens. Alors, ce que je vais vous dire, en effet, s'inspire en partie de mon dernier livre, À l'assaut du réel, que mon collègue Rassier a eu la gentillesse de montrer, en partie parce que c'est un gros volume, comme vous l'avez vu, donc je ne vais certainement pas vous parler exhaustivement des thèses que j'essaie d'y développer, mais je vais essayer de trouver un fil narratif. Et pour que ce fil narratif soit tout à fait compréhensible et complet, je dirais que ce livre, en fait, s'inscrit dans une trilogie, d'une certaine façon, dont le premier volume serait La démocratie des crédules, le deuxième, Apocalypse cognitive, et ce troisième serait donc la conclusion de cette trilogie, si l'on veut, puisque ce qui anime ma pensée dans ces trois livres au moins, et en général dans ma sociologie, c'est d'essayer de penser le monde contemporain et les phénomènes sociaux comme l'expression d'une hybridation entre des invariants mentaux et des variables sociales. Voilà. Je pense que nous restons des êtres humains, raison pour laquelle nous pouvons nous comprendre. Il y a donc des socles cognitifs qui nous permettent de communiquer entre nous, d'avoir des inférences que nous pouvons comprendre, même quand nous ne les avons pas créées nous-mêmes, et des formes de raisonnement, mais en même temps que tous ces invariants, eh bien effectivement, se conjuguent dans un espace social, économique, au long cours historique, et que tout ça donne des expressions tout à fait singulières qu'on appelle la vie sociale, tout simplement. Et dans La démocratie des crédules, j'avais essayé d'analyser cet invariant qui est que dans certaines circonstances, nous pouvons nous abandonner au vraisemblable plutôt qu'au vrai. Et j'avais essayé de définir justement les paramètres qui organisait dans le monde contemporain une concurrence qui est souvent favorable au vraisemblable plutôt qu'au vrai, c'est-à-dire à une pensée spontanée, intuitive, qui s'emboîte avec le fonctionnement ordinaire de notre esprit, mais pas toujours justement avec ce qu'on appelle la pensée méthodique, qui est plus coûteuse, qui prend plus de temps et qui est parfois insatisfaisante d'un point de vue intellectuel, parce qu'elle convoque beaucoup de variables et qu'elle ne donne pas une lecture simple, voire simpliste du réel. Et donc la démocratie des crédules, c'était précisément essayer de voir comment ces invariants cognitifs qui peuvent nous conduire disons, baisser notre vigilance intellectuelle, notre vigilance épistémique, étaient amplifiés par les conditions du marché, ce que j'appelle le marché cognitif, c'est le marché, disons, des idées, le marché de l'information contemporain. Apocalypse cognitive était dans ce fil une réflexion qui tenait compte de la dérégulation massive du marché toujours cognitif et du fait que sur un marché où l'offre d'information est pléthorique, elle n'a plus beaucoup de valeur et ce qui a de la valeur, c'est la disponibilité mentale. Notre temps de cerveau disponible en quelque sorte pour le consommer et donc ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et dans cette dérégulation du marché de l'attention, eh bien les propositions qui vont dans le sens des attentes les plus spontanées de notre cerveau, là aussi partent avec un avantage concurrentiel, mais cette fois, j'ai analysé par exemple la prime donnée à la conflictualité, aux peurs, aux informations égocentrées, bref, à toute une série de passions tristes, comme on dit parfois en philosophie, qui avait donc une prime, un avantage concurrentiel sur ce marché largement dérégulé de l'information, et le titre Apocalypse cognitive n'était pas une annonce de fin des temps, mais bien une référence à l'étymologie du terme qui signifie révélation. Et en fait, eh bien cette révélation, c'est la révélation précisément de nos obsessions intellectuelles qui donnent toute leur puissance sur un marché dérégulé de l'information, où précisément l'offre va essayer de s'indexer sur nos attentes les plus spontanées. Et de sorte que le barycentre de notre espace public, eh bien, varie vers ses passions tristes. Hein. Il y a une transition vers ces passions tristes que j'essayais de quantifier dans le livre avec beaucoup de données massives, mais qui a été largement confirmée après la publication du livre par moult autres publications qui montrent combien évidemment nos espaces se sont polarisés et combien même la titraille des journaux et de plus en plus donne une prime, par exemple, aux éléments linguistiques relevant du dégoût, de la conflictualité, de la peur, etc. Dans ce troisième livre,
En fait, j'approche un autre invariant mental qui n'est pas celui donc de la baisse de vigilance intellectuelle, donc des facteurs de la crédulité, pas non plus celui de la passion triste, mais un autre élément tout aussi important, que je ne mets pas d'ailleurs au-dessus sur l'étagère, c'est un des paramètres qui organise les choix que nous faisons dans un monde où plusieurs propositions de lecture du monde nous sont faites. Nous pouvons le faire évidemment sur des bases, et c'est ce que nous aimerions, rationnelles. Nous pouvons le faire, je viens de le dire, en fonction d'éléments qui nous paraissent les plus intuitivement vrais, mais qui ne sont pas forcément vrais. Nous pouvons le faire en fonction de passions qui sont liées en effet à la conflictualité, c'est-à-dire à notre attention étant attirée par certaines propositions plutôt que d'autres, mais nous pouvons le faire évidemment aussi, et c'est le sujet de ce troisième livre, en fonction de notre désir. Et en fait, c'est ce que l'anthropologie nomme la wishful thinking, la pensée désirante. Vous avez aussi le terme de croyance motivée ou croyance motivationnelle ou biais motivationnel qui irrigue largement tous les travaux de la psychologie sociale, qui demeure un des grands invariants de l'espèce, c'est-à-dire la volonté, tout simplement, de plier le réel à notre désir. Et ça, c'est un invariant parce que c'est aussi vieux que l'humanité probablement, aussi loin qu'on trouve des traces, disons, y compris de rituels, par exemple d'inhumation post-mortem, hein, bien avant le néolithique. Mais lorsqu'on trouve tout simplement même des traces écrites, un des plus vieux textes que l'on possède, qui était traduit, je crois, par Jean Bottero, par exemple en France, qui est l'épopée de Gilgamesh. Bien, dans l'épopée de Gilgamesh, vous voyez, là aussi, c'est une culture très ancienne, très exotique pour nous, et pourtant nous comprenons la passion de Gilgamesh, une histoire tragique d'un être. Non, je ne veux pas vous faire l'offense de vous raconter l'histoire, je pense que vous la connaissez, mais tout simplement qui, pour moult raisons, en particulier parce qu'il perd un ami cher, Enkidu, eh bien, qui prend conscience de sa propre finitude, qui l'angoisse terriblement, et il part à la quête de l'immortalité. Vous voyez, c'est déjà la volonté, par le désir, de plier les conditions biologiques qui s'imposent à nous, notamment la mortalité de notre corps. Donc je ne prétends pas du tout que notre contemporanéité invente cette passion pour le fait de plier le réel à notre désir. Donc en fait, ce que je propose d'appeler la post-réalité, puisqu'en effet, elle suit en quelque sorte ce qu'on a appelé la post-vérité. Alors vous avez peut-être vu, si vous m'avez entendu ou lu un peu, que je ne crois pas tellement, ça sera peut-être un objet de discussion, à l'interprétation de la post-vérité comme étant tout à coup la diffusion d'une indifférence au vrai. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit indifférent au vrai. Certainement pas les croyants que j'étudie. J'ai observé une secte pendant un an de l'intérieur comme sociologue ou toutes sortes d'autres communautés. Ce sont des gens qui se trompent, bien évidemment, mais ce ne sont pas des gens qui sont indifférents au vrai. Ils croient évidemment être dans le vrai. Et de même, je connais des menteurs, mais le menteur qui ment volontairement pour ses intérêts connaît très bien le vrai, sinon il ne pourrait pas mentir. Le fait de falsifier ce qu'on sait être vrai montre évidemment qu'on a une connaissance au moins partielle du vrai et de ce qui est vrai. Bon. Alors, par contre, ce que je crois être la post-vérité, si on doit retenir ce terme, ce que j'exprimais en tout cas dans la démocratie des crédules, sans utiliser ce terme, c'est que nous sommes dans une configuration informationnelle qui peut ménager des conditions beaucoup plus faciles pour aller dans le sens d'informations qui s'emboîtent avec nos représentations préalables, c'est-à-dire avec nos croyances. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous pouvons, en quelque sorte, plus facilement nous mettre à l'abri de la contradiction rationnelle. C'est pour ça, c'est ça pour moi la post-vérité. Et la post-réalité serait un peu une étape supérieure en quelque sorte. C'est tout simplement l'étape si on se réfère à quelques définitions de la réalité, je n'ai pas la prétention dans le livre de définir ce que c'est que le réel, hein, moi j'en sais pas plus que vous, je le définis de façon non pas essentielle mais accidentelle, c'est-à-dire le réel c'est quand on s'y cogne, comme dirait l'autre, hein, ou comme Richard Dawkins dit que le réel c'est ce qui rend les coups. Bref, le réel, nous l'appréhendons tout simplement par les rebuffades qui l'opposent à l'expression de notre désir. Hein, ça fait partie même malheureusement parfois de l'éducation. Hein. Nous sommes éduqués en grandissant de façon ontogénétique. Eh bien, nous sommes éduqués par le réel. Nous voyons bien que la douleur est une forme d'enseignement. Évidemment, si nous tombons, bien, nous pouvons nous faire mal. L'enfant répète sans cesse un certain nombre d'expériences afin de les implémenter dans son esprit et dans son corps.
Alors, ouais, attention, peut-être Oui, éteignez votre micro. oui, Ah non, Voilà. j'ai coupé. Ok, très bien. Donc, ce que j'appelle la situation de post-réalité, ce sont les conditions qui, par contre, elles sont très contemporaines. Et, enfin, en tout cas, j'explore les paramètres contemporains qui font advenir cette post-réalité, où précisément nous nous mettons en condition de ne plus entendre ces rebuffades que le réel impose à notre désir. Donc, je ne dis pas du tout que le réel cesse d'exister, par exemple, n'est-ce pas? C'est pas du tout une théorie constructiviste ou une théorie qui considérait que le réel, c'est ce que nous croyons être vrai. Pas du tout. Le réel est indifférent aux croyances que nous adressons à lui, d'une certaine façon, sauf dans le cas très spécial dont on pourra parler de phénomènes économiques ou sociologiques qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Donc nous pouvons créer des portions du monde humain en fonction de notre croyance, parfois, ça c'est vrai, mais le réel, sinon, c'est ce qui demeure quand on a cessé de croire en lui. Le mot est de Philippe K. Dick, un auteur de science-fiction bien connu. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le réel, mais ce que je sais, c'est qu'il oppose une rebuffade normalement à l'expression de nos désirs. Et donc, en même temps, c'est pas non plus un livre qui condamne l'expression de ce désir, parce que sans l'expression de ce désir, qui est une spécificité vraiment de l'humanité, hein, la volonté de se déplacer dans l'espace des possibles et la virtuosité que nous avons à concevoir l'existence de l'espace des possibles est vraiment un fait unique. Et ça, nous le savons, par exemple, dans la psychologie du développement, parce que dès l'âge de 8 mois, un bambin est capable d'établir des raisonnements qu'on appelle bayésiens, c'est-à-dire de tirer des inférences statistiques de la constitution d'une urne opaque à partir d'un échantillon tiré de cette urne. Nous le savons par la surprise qu'il peut le ressentir, qui peut montrer par la position de son regard et la fixité de son regard en fonction d'une urne qui ne respecte pas ses attentes bayésiennes. Donc nous sommes des virtuoses, nous sommes équipés intellectuellement pour percevoir l'univers des possibles et pour nous déplacer dans cet univers des possibles. Nous pouvons nous y déplacer grâce à la technologie, grâce à notre désir. Dans le fond, le fait de tailler du silex, c'est déjà une expression de la wishful thinking. Ça augmente la probabilité de chance de la réussite à la chasse et donc de l'alimentation. C'est donc une façon, encore une fois, de se déplacer dans cet univers des possibles, que notre boussole et notre désir est en quelque sorte, non pas notre boussole, mais notre véhicule pour nous déplacer dans cet espace de possible. Donc, c'est pas une condamnation de l'expression du possible, seulement voilà, du désir, pardon, seulement voilà, quand nous désirons au-delà du possible, il se passe toute une série de phénomènes sociaux qui sont stupéfiants et dont nous sommes, à mon avis, les témoins dans le monde contemporain. Et c'est ça l'histoire que j'essaie de raconter dans À l'assaut du réel. Alors l'expression, encore une fois, du désir qui plie le réel, bah, c'est bien sûr sous des formes ordinaires, pas seulement la technologie hein, et l'ingénierie, mais c'est aussi par exemple la pensée magique. Nous savons bien que lorsque nous sommes confrontés à une situation d'incertitude, qu'est-ce que c'est qu'une situation d'incertitude? C'est la claire conscience d'un univers de possibles différents qui sont contradictoires et dont certains sont désirables et d'autres sont effrayants. Par exemple, si vous allez passer un test médical, ça nous arrive à tous, quand l'âge commence à arriver notamment, nous sommes inquiets pour notre santé, nous passons un test, nous attendons la réponse du médecin, mais il est évident que nous sommes confrontés à une situation où certains possibles sont plus désirables que d'autres. Et donc nous sommes tentés, même si nous sommes très rationnels, d'essayer de nous déplacer par la puissance de notre pensée dans cet espace de possible. Nous le faisons par exemple en fermant les yeux, peut-être en prenant une position de prière ou de proto-prière. Nous touchons du bois discrètement, nous utilisons en fait une forme d'ingénierie magique qui n'est pas rationnelle bien sûr et qui n'augmente en aucun cas les probabilités de chance de nous déplacer, mais même lorsque nous n'y croyons pas, comme dirait Niels Bohr, n'est-ce pas, il paraît que ça marche même quand on n'y croit pas. C'est ce qu'il avait répondu quand on lui avait demandé pourquoi il avait un fer à cheval derrière, derrière lui, derrière son bureau. Et donc, en fait, les superstitions, bah, c'est les versions les plus pathétiques, disons, de notre wishful thinking. Mais nous savons bien que même lorsque nous sommes rationnels, la tentation superstitieuse n'est pas toujours très loin lorsque nous sommes confrontés à une situation qui est très, très inquiétante. Encore une fois, ça ne prend pas forcément les traits d'un rituel tout à fait assumé, parce que nous ne considérons pas que nous sommes rationnels. Et lorsque nous touchons du bois, nous le faisons discrètement, pour ne pas avoir à subir les coups de la désapprobation sociale et du ridicule. Mais encore une fois, nous pouvons fermer les yeux, nous adresser à je ne sais quelle entité
pour qu'elle réalise l'expression de notre désir. Et ça, c'est profondément humain, même quand on essaye de défendre une position rationaliste, je trouve. Alors, ben le problème, c'est ça, c'est la question de l'incertitude. Or, il y a toute une série de paramètres que j'évoque dans le livre et dont je ne vais pas parler exhaustivement encore une fois. Il y a toute une série de paramètres qui font que notre situation contemporaine est plus incertaine que jamais, ou en tout cas perçue subjectivement comme plus incertaine que jamais. D'abord, nous avons un sentiment de dépossession. Et ça, toutes les grandes enquêtes internationales, c'est pas seulement en France, hein, on n'est pas tous égaux de ce point de vue. Donc j'en donne les chiffres encore une fois dans mon livre. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, puis je les ai pas tous en tête. Mais les enquêtes internationales montrent que la plupart de nos concitoyens ont un sentiment de dépossession, c'est-à-dire de non-maîtrise du monde. Dépossession, d'abord, bah, là, parfois pour des raisons franchement objectives, c'est-à-dire que le monde est devenu franchement multipolaire. Il était beaucoup plus intelligible d'une certaine façon. À l'époque de la guerre froide, il était très inquiétant aussi. Là, il y avait la possibilité d'une guerre thermonucléaire, bien entendu, mais il était beaucoup plus intelligible. Aujourd'hui, le caractère multipolaire du monde nous le font apparaître en tout cas comme moins intelligible, comme moins prédictible, ou encore notre environnement technologique nous paraît beaucoup moins préhensible qu'il ne l'était dans les années 50 ou 60, par exemple, où nous pouvions facilement changer, je sais pas, si on était un petit peu bricoleur, une pièce du moteur de notre voiture ou une pièce de notre frigo, etc. Nous pouvions intervenir dans une moindre mesure, mais tout de même un peu dans notre environnement technologique. Aujourd'hui, nous le savons bien, nos outils technologiques sont formidables. Ils ont rarement de failles, en fait, hein. Un ordinateur tombe quand même beaucoup moins souvent en panne qu'une voiture ou que notre frigo d'antan, en tout cas. Mais par contre, s'il tombe en panne, s'il a un problème, vous ne pouvez pas intervenir directement. Il faut changer les pièces, voire changer carrément d'ordinateur ou de téléphone, ou même dans votre voiture aujourd'hui, hein, c'est pas, toutes les pièces nous donnent une impression de dépossession, n'est-ce pas? Or, cela, eh bien, ça met à mal notre locus of control, c'est-à-dire notre volonté de contrôler notre environnement. Vous savez, là encore, encore une fois, on veut le contrôler par l'esprit. Les joueurs de craps, c'est un sociologue américain qui montre ça, qui joue donc au dé. Quand ils veulent avoir un gros chiffre, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs quand vous avez joué, je sais pas, au Yams ou si vous avez besoin d'un gros chiffre, vous allez lancer plus fort les dés. Et si vous avez besoin d'un petit chiffre, vous allez lancer doucement. Vous voyez, c'est une expression presque mécanique et musculaire de la wishful thinking, hein. C'est pour ça que je vous dis, avant de nous moquer tout à fait, regardons dans ce miroir déformant qu'est tout cela. Puis, il y a aussi par exemple, cette étude parmi tant d'autres, on a diffusé une rumeur dans une entreprise. Donc c'est une expérience, disons, in vivo en quelque sorte. Et cette rumeur dit que le café est cancérigène. Donc on regarde comment. Alors, bien sûr, il y a des complices dans l'entreprise qui répandent cette rumeur, qui disent qu'on l'a entendu à la radio, que c'est prouvé, etc. Et puis on attend un certain nombre de jours. Et au bout d'un certain nombre de jours, on demande aux individus s'ils ont cru à cette rumeur ou pas. Et là, il y a deux groupes très très différents. Un groupe qui a cru à la rumeur et un groupe qui n'y a pas cru du tout. Alors, quel paramètre social explique cette différence très significative entre les deux groupes? Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est la position de l'entreprise, les cadres supérieurs, ou je sais pas? Pas du tout. C'est les gros consommateurs de café et ceux qui en consomment pas ou quasiment pas. Les gros consommateurs de café, ça va pas vous étonner, ne croient pas à cette rumeur. Et ceux qui consomment très peu de café sont disposés à y croire. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour expliquer les résultats que d'y voir l'expression de la pensée désirante. Dans un cas, si vous consommez beaucoup de café, vous n'avez pas intérêt à ce que ça soit. Et dans l'autre, ça vous est un peu indifférent, vous êtes prêt à croire, si on l'a dit à la radio, que des scientifiques l'ont prouvé, ben pourquoi pas, peut-être que c'est cancérigène. Donc vous voyez comment notre intérêt peut contaminer notre représentation du réel. Donc tout cela n'est pas nouveau, mais je vous l'ai dit, est amplifié par un certain nombre de paramètres contemporains, dont d'abord le sentiment donc de dépossession de son environnement. Et pour vous donner un exemple, bon, vous savez, je travaille beaucoup sur les croyances collectives, il a été dit, et par ailleurs, par exemple, sur une de ces expressions, pas la seule, mais le complotisme, les théories du complot dont on parle beaucoup. On a maintenant beaucoup de données massives sur les théories du complot. Eh bien,
un des paramètres, pas le seul non plus, mais un des paramètres qui éclaire cela, c'est le sentiment de dépossession. Plus les gens ont l'impression que le monde est moins maîtrisable, plus ils auront des dispositions à croire aux théories du complot. En d'autres termes, les théories du complot rendent aussi ce service, illusoire bien sûr, de se réapproprier le monde, parce qu'il offre une lecture d'intelligibilité du monde, simplificatrice à l'extrême, bien entendu, avec une lecture manichéenne, avec des bons, des méchants. Parfois, il y a des bons et des méchants, mais en l'occurrence, c'est une vision souvent un peu simpliste des problèmes généraux. Et cela, c'est un premier élément, et les théories du complot leur donnent aussi l'impression de se réapproprier leur vie dans le sens où elles vont expliquer leurs échecs par la toxicité de l'environnement. C'est pas à cause d'eux qu'ils ont échoué, c'est parce que tel groupe les a empêchés, etc., et que de toute façon, il y en a toujours pour les mêmes, etc., etc. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir une réflexion utile sur les inégalités sociales qui existent, bien entendu. Mais vous voyez comment un certain nombre d'expressions de déréalisation du monde, parce que les théories du complot, c'est des formes de déréalisation du monde, n'est-ce pas? C'est des lectures alternatives du monde. Eh bien, comment elles répondent, comment elles s'emboîtent avec des variables de sentiments de dépossession du monde. Et par ailleurs, il faudrait y ajouter, dans les paramètres, le fait de l'insatisfaction. Et là aussi, cette insatisfaction, elle est mesurée dans toutes les études, c'est-à-dire que, en particulier dans les démocraties, les citoyens de nos démocraties contemporaines sont insatisfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont l'impression, ils le déclarent de mille façons, que la vie ne leur a pas donné ce à quoi ils avaient droit. Il y a un écart entre leurs aspirations et ce que le réel a produit. Cet écart est identifié dans la littérature par un auteur qui s'appelle Ted Gurr, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'était dans les années 70 du XXe siècle. Ted Gurr qui a écrit un livre qui s'appelle Why Men Rebel, pourquoi les hommes se rebellent-ils? Et il a donné un nom qui s'appelle la frustration relative à ce paramètre. Ce paramètre de frustration relative qui explique l'écart entre l'expression du désir et la concrétisation de notre vie, ça, c'est une bombe à retardement social. Et c'est pas moi qui le dis, parce qu'on en trouve en fait des traces dans l'histoire de la discipline sociologique. Par exemple, évidemment, Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, si vous lisez ses écrits sur la Révolution française, vous verrez qu'il explique la Révolution française comme un avènement qui est la conséquence d'une frustration, en fait, d'attentes qui se sont dérégulées, des attentes qui étaient trop fortes par rapport à ce que le réel a pu donner. On peut être en désaccord avec cette lecture de la Révolution française. Je vous dis simplement que dans l'histoire des idées, c'est pas la première fois qu'on insiste sur ce paramètre. Ou prenez par exemple Durkheim et le suicide. Un des facteurs du suicide, il y en a plusieurs types comme vous le savez, mais un des facteurs du suicide, c'est lui qui utilise le terme de dérégulation du désir. Si les systèmes sociaux, vous savez que Durkheim se voyait un peu comme un médecin de la société d'une certaine façon, et donc pour lui, il faut guérir les sociétés de certaines formes de pathologie dans certains cas, et la dérégulation du désir, il l'interprète comme une pathologie. Moi, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je considère qu'en effet, les systèmes démocratiques, et ça c'est le grand Alexis de Tocqueville qui l'a montré avant tout le monde et de façon quasiment indiscutable, parce que quand vous relisez ses écrits sur la démocratie en Amérique, ils sont d'une incroyable contemporanéité. Je veux dire, et non seulement c'est tellement élégamment écrit, comme vous le savez, mais c'est incroyablement encore actuel. Et il explique tout simplement que naturellement, les systèmes démocratiques, qui sont des systèmes qu'on aime, que moi en tout cas j'aime, je me sens profondément démocrate, mais il n'empêche que c'est évidemment les systèmes qui produisent le plus de frustration. Puisque c'est dans ce genre de système où on est porté à espérer au-delà de sa catégorie sociale initiale. Bah, cette espérance, elle n'est pas toujours, parfois elle est réalisée, parfois elle n'est pas réalisée, et comme il le dit, dans un système qui vise à l'égalité, quand tout est à peu près de niveau, la moindre différence blesse le regard. C'est magnifique, c'est du Tocqueville, hein. La moindre différence blesse le regard. Oui, ça c'est très documenté en fait. C'est très documenté que précisément, dans un système qui s'égalise, eh bien, les moindres différences vont enrager ceux qui ont l'impression, à juste titre ou à titre fantasmé, que la vie ne leur a pas donné ce à quoi ils avaient droit. Et donc, c'est tout à fait tangible, bien sûr, que par exemple, l'augmentation de la richesse ne provoque pas une augmentation collective de la satisfaction. Nous le savons depuis ce qu'on appelle le paradoxe d'Esterlin,
que s'il y a quelques économistes qui connaîtront sans doute, c'est un paradoxe tout à fait classique où ils montrent de façon magnifique que l'augmentation du PIB, tout à fait spectaculaire dans les années 70, par exemple aux États-Unis, ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la satisfaction. Ben, nous savons bien pourquoi. C'est parce que si vous êtes augmenté ou que vous avez je sais pas moi, une rémunération symbolique, vous gagnez un prix par exemple, ou autre, vous êtes content, mais ça ne dure pas. Nous absorbons ce bénéfice et nous en faisons notre nouvelle normalité très rapidement. C'est ce que les économistes appellent, d'une très belle métaphore, le tapis roulant du bonheur. C'est-à-dire que pour continuer à être au même niveau de satisfaction, faut avancer, faut accumuler. D'où la voracité, entre parenthèses, de nos sociétés, qui peut aussi nous inquiéter. En tout cas, tout cela aboutit en réalité à ce que dans les enquêtes, en fait, les gens ne regardent plus l'avenir avec gourmandise. Et ça, c'est aussi un trait tout à fait constant et international. Encore une fois, c'est pas une spécificité de la France ou des pays même occidentaux, parce que dans nombre de pays, on demande aux gens, est-ce que, par exemple, on doit se préoccuper de l'avenir? Non, ils répondent très majoritairement, à plus de 60% dans la moyenne de 50 pays, l'avenir peut se développer, peut se débrouiller tout seul. Ce qui compte, c'est le présent. Donc en fait, on a un rétrécissement, c'est ce que j'appelle dans le livre le présent cannibale, c'est-à-dire que l'avenir se rétrécit au point de devenir un présent, et c'est une très bonne façon de réduire l'incertitude en fait, hein. C'est-à-dire de nier mentalement l'existence du futur, de vouloir vivre dans un présent éternel. C'est ce que font certaines communautés que j'ai étudiées, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard ou dans les questions. En tout cas, bien pour la première fois dans l'histoire des sondages, on a eu des gens qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus l'avenir avec gourmandise, et je montre dans le livre sur la base de données massives que le mythe du progrès, parce qu'en fait c'est ça qui nous tenait collectivement, l'idée que demain sera préférable à aujourd'hui qui était préférable à hier, c'est comme ça qu'on peut le définir, le mythe du progrès. Après, derrière préférable, vous mettez les paramètres que vous voulez. Selon qu'on est de droite, de gauche, on n'aura pas la même notion de préférable, mais peu importe. C'était un projet collectif transpartisan, le progrès. On pensait que demain serait préférable à aujourd'hui, qui était préférable à hier, et on avait des raisons tout à fait objectives de le croire, hein, une amélioration de plein de facteurs macro-sociaux et macroéconomiques entre le début du 19e et aujourd'hui. Seulement, nos contemporains n'y croient plus massivement. Et je montre que la baisse du recours même au terme progrès et de son prestige a commencé à se manifester dans les années 1960, que ça soit en langue française, allemande, anglaise, italienne, espagnole. Dans toutes les langues où j'ai regardé. Par contre, il y a une compulsion, notamment à partir des années 2000, au début des années 2000, et même en langue chinoise, par exemple, dans X langues, une compulsion pour la recherche du bonheur. Voilà. Mais la recherche du bonheur s'est métamorphosée non pas comme un regard vers l'avenir collectif, vers le progrès, mais comme une aventure qu'on va faire à la découverte de soi-même. En fait, non seulement nous nous centrons sur un présent qui est cannibale, c'est-à-dire que nous exigeons aussi que, par exemple, des œuvres du passé se conforment aux normes morales du présent. C'est aussi ça le présent cannibale, c'est-à-dire qu'à la fois le futur se recroqueville sur le présent, mais aussi notre vision du passé. Et l'aventure collective, si on peut dire, hein, c'est plutôt c'est moral, que nous voulons vivre, c'est partir à la découverte de nous-mêmes. Et je donne aussi des données tout à fait massives pour montrer l'explosion invraisemblable, par exemple, de la recherche et des termes d'usage dans tous les livres qui sont scannés, qui sont numérisés dans le monde, des termes de développement personnel. Développement personnel, qui est une façon de chercher la meilleure version de soi-même. C'est une ingénierie, le fort divers, c'est une galaxie très vaste, une forme de culture, hein, qui vous dit que, en fait, et ça c'est très intéressant, c'est ça un peu la narration minimum, elle vous dit que dans le fond, là aussi, vous, c'est pour ça, à mon avis, le succès de ces propositions, la vie ne vous a probablement pas donné ce à quoi vous aviez droit. Et donc, il y a en vous une meilleure version, une version optimale de vous-même. Et on va vous aider à aller la chercher, n'est-ce pas? Donc, en fait, cette absorption sur le présent et sur le parcours individuel, avec toujours le même motif, c'est-à-dire la toxicité environnementale.
Il y a quelque chose dans votre environnement, la société, votre famille éventuellement, etc. Il y a quelque chose qui vous a empêché. C'est pas de votre responsabilité individuelle, non. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même. Et donc là, on a aussi, et on observe avec un groupe aujourd'hui, avec des psychiatres et des neurologues d'ailleurs, et des sociologues et des psychologues à la Sorbonne, des gens de la Salpêtrière, on a une épidémie en quelque sorte de gens qui s'auto-observent et qui partent à la recherche de symptômes qu'ils finissent par découvrir. Par exemple, on a des épidémies de gens qui se croient autistes ou qui se croient TDAH. Et ça, c'est sur la base de données statistiques robustes, hein. C'est pas une impression. Les centres qui font les évaluations, les expertises d'autisme, par exemple, faut bien voir que ce sont des expertises qui durent 48 heures. Donc c'est très lourd. Ils se croulent à l'heure actuelle, véritablement, sous les demandes de diagnostic d'autisme. Et il n'y en a pas plus qu'avant. Parce que si y en avait plus qu'avant, on peut comprendre. Non, il n'y en a pas plus qu'avant. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui se croient autistes. Et quand on leur dit qu'ils ne le sont pas, ils n'acceptent pas forcément la réponse. Justement, ils veulent plier le réel à leurs désirs. Et donc, on a toute une série de communautés que j'étudie beaucoup dans le livre, que j'appelle les assaillants, hein, du réel. Et je vais arriver quand même vers ma conclusion, qu'on puisse discuter. Enfin, il me reste encore quelques minutes. Euh, on a des gens donc qui cherchent des symptômes, encore une fois, toujours dans des quêtes identitaires et même qui vivent ce qu'on pourrait appeler des troubles identitaires, hein. Et je n'ai pas de réponse, moi, en tant que sociologue, sur l'origine de ces troubles identitaires. Dans ce livre, j'essaie de ne pas moquer ces communautés, même s'il y a des communautés qui sont très étranges. Par exemple, il y a la communauté des Terrians. La communauté des Terrians, les Terrians, ce sont des individus, comme vous et moi, enfin pas tout à fait, puisqu'ils croient être des animaux. Ils sont convaincus qu'ils sont des animaux. Bon, bah ça peut paraître des gens loufoques, évidemment, mais je ne le prends pas sous cet angle. Moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a des anthropologues, hein, qui ont fait des entretiens avec eux, on les étudie comme des communautés. Et bah, par exemple, l'un d'entre eux explique que depuis son plus jeune âge, il a l'impression d'être plus lourd que ce qu'indique sa balance. Bon, c'est une impression étrange. Entre parenthèses, ça pourrait tout à fait être un problème de proprioception. Donc vraiment un problème neurophysiologique de perception de son propre corps. Ça peut arriver, vous savez, il y a des gens, ça c'est documenté, qui ont l'impression qu'un de leurs membres ne leur appartient pas. C'est un problème psychiatrique. Il y a même des gens qui se font amputer de ce membre, hein. Il y a des cas tout à fait documentés. C'est des cas évidemment dramatiques et qui se sentent mieux une fois qu'ils sont amputés de ce membre. Ah, il y a des chirurgiens qui acceptent de faire ça, ça me paraît un peu étrange, mais bon. Eh bien, finalement, les terriens, c'est peut-être un problème neurophysiologique de cette nature, c'est un problème de proprioception. Donc moi, je ne connais pas l'origine, je ne vais pas creuser l'origine. Ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que c'est probablement pas, en effet, des animaux, parce qu'ils ont une théorie, hein, évidemment, derrière ça. Leur théorie, c'est que ils croient en la réincarnation, souvent, et c'était des âmes d'animaux qui ont été réincarnées dans le mauvais corps biologique. Vous voyez que l'ennemi, souvent, pour ces assaillants, c'est le corps biologique. Ce qui est tout à fait logique, puisque le corps biologique est notre interface par rapport au réel. Donc en fait, nier les éléments du corps biologique en fondant le monde sur son ressenti, en essayant d'imposer au monde le ressenti, c'est une façon de plier le réel, évidemment. Alors, euh, donc, évidemment, ça peut pas être vraiment des animaux qui se réincarnent, hein, indépendamment du caractère loufoque de la théorie, parce qu'il y a des choses très étranges, par exemple, les statistiques montrent que chez les Terrians, il y a beaucoup trop, en quelque sorte, statistiquement, de prédateurs. Il y a plein de prédateurs. Bah, par exemple, il n'y a pas tellement d'hommes poules ou d'hommes asticots. Mais par contre, des hommes loups, des hommes ours, des hommes chacals, vous en avez beaucoup. Et par ailleurs, c'est pas non plus indifférent aux cultures. Par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes renards au Japon, semble-t-il, bah parce qu'apparemment le Japon a une importance dans le folklore japonais. Bah, je suis pas spécialiste, mais je veux bien le croire. Donc on voit bien que c'est évidemment culturellement connoté. Et qu'est-ce qui se passe tout simplement? Ben, et ça c'est un fait sociologique intéressant, c'est que peut-être que de tout temps, il y a eu des individus qui avaient un problème, un trouble identitaire de cette nature. Par exemple, lié à un problème proprioceptif. Mais aujourd'hui, ils trouvent des narrations pour absorber les anomalies qu'ils ressentent, qui donnent donc une cohérence. Donc cet homme qui avait l'impression d'être plus lourd, bah,
La façon de réduire l'anomalie, c'est qu'on lui a expliqué, qu'il a ressenti, qu'il a compris qu'il était un ours en fait. Et c'est vrai que si vous êtes un ours, vous êtes plus lourd qu'un être humain. Et donc, ben, on a toutes sortes de communautés, alors qui représentent quelquefois quelques milliers de personnes, mais certaines communautés que j'étudie représentent plusieurs millions de personnes. Il y a des gens, par exemple, qui se mettent à l'abri du réel. Par exemple, les hikikomori au Japon. Ça, c'est un phénomène qui est né dans les années 80-90, à la suite d'une crise économique, avec une pression scolaire très forte sur les individus, et donc en fait une injonction à réussir d'un point de vue scolaire, à un niveau qui paraissait insoutenable à certains individus bah, qui ont préféré, ça se passe à l'adolescence, rentrer chez eux, rentrer dans leur chambre et ne plus jamais ressortir de leur chambre. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années pour certains, voire plusieurs décennies pour les cas qui n'ont pas été résolus. Il y a même des cliniques spécialisées au Japon là-dessus. Et des hikikomori, c'est pas seulement au Japon. Il y en a en fait un peu partout, puisqu'on voit d'ailleurs que le recul dans l'âge adulte, y compris dans les activités de l'âge adulte, ça c'est le dernier livre de Jonathan Haidt qui le montrait, eh bien, est de plus en plus tardif. On a des situations intermédiaires, elles ne sont pas aussi radicales que les hikikomori, mais ce qui est très intéressant, c'est que les hikikomori, eh bien, ils ritualisent en fait leur vie. À partir du moment où ils rentrent dans leur chambre, il faut manger exactement à la même heure. Ça devient des petits tyrans domestiques et cette ritualisation en fait de la vie, eh bien, en fait, elle constitue votre vie comme un éternel présent. Si vous ritualisez tout, il n'y a plus d'incertitude. Vous voyez, justement, cette morsure dans l'âme humaine représente l'incertitude et qu'on veut contrôler. Une façon qui peut sembler absurde de contrôler ça, c'est de réduire toutes les incertitudes en vivant dans un éternel présent. On peut trouver ça étrange, mais je vous signale que si vous regardez les textes religieux, et notamment la narration des temps édéniques, par exemple, du temps du paradis primordial, c'était un éternel présent. Toutes les incertitudes sont résolues, et chaque jour se ressemble exactement. Il n'y a pas d'histoire, ce sont des sociétés anhistoriques. Et de la même façon, si vous êtes un peu lecteur de Thomas More ou de Campanella ou de Étienne Cabet, des textes utopiques, vous verrez que des sociétés qui paraissaient désirables pour ceux qui les ont écrits, eh bien ces sociétés ne racontent rien d'autre que la possibilité que d'enfermer l'histoire dans un présent éternel. L'absorption du présent, le présent cannibale. Donc c'est quelque chose qui taraude l'humanité depuis très longtemps, mais qui trouve une actualisation particulière dans le monde contemporain. Et pourquoi? Bah pour cette autre raison qu'il y a eu l'apparition du monde numérique. Et ça, c'est un des paramètres, mais c'est un paramètre tout à fait décisif. Parce que, par exemple, ça permet à ces communautés qui sont des raretés statistiques de se rencontrer. Vous ne devenez pas Terriens tout seul. Vous ne pouvez pas tout seul, dans votre coin, en étant en contact avec personne. L'humanité, ça fonctionne pas comme ça. On a une psychologie coalitionnelle. On a besoin de coalition. Et donc, on n'a pas besoin de 50 000 personnes, mais on a besoin de quelques personnes pour défier le réel. Et si vous êtes tout seul, vous ne croirez pas que vous êtes un homme chacal, ou un homme loup, ou une femme loup. Par contre, si vous avez quelques amis et que vous créez une communauté culturelle, vous pourriez en effet vous mettre à l'abri du réel, contredire le réel, et ces mondes numériques, vous le savez bien, ça c'est très documenté, ont tendance à nous enfermer dans des espaces où nous nous ressemblons. Alors, parfois c'est des terriens, parfois c'est juste des communautés très vastes de sensibilité politique ou de sensibilité morale ou religieuse d'ailleurs, ou autre. Mais c'est un de nos accès désormais au réel. Or, bah, cet accès à notre réel, il est aussi bah, très largement perturbé, n'est-ce pas, par l'organisation de ce marché de l'information. Ça trouble notre rapport à la réalité. Donc là, on en revient aux questions de post-réel aussi et de post-vérité. Mais je veux bon, pour aller assez vite et essayer de faire quand même un tour de cette histoire, évoquer éventuellement, évidemment avec vous, la question de l'intelligence artificielle. Parce que le surgissement de l'intelligence artificielle, que je suis obligé de traiter dans le livre, parce que c'est aujourd'hui un paramètre majeur, va largement contribuer à effacer les frontières entre le réel et l'artificiel et l'imaginé. Depuis 2016, ça peut sembler surprenant, mais il y a plus d'informations déjà en 2016, hein, donc il y a 10 ans, qui étaient produites par des agents artificiels que par des agents naturels. Imaginez aujourd'hui la proportion. Il y a un petit problème, c'est que ces agents artificiels s'entraînent sur les mondes numériques. Or, s'il y a plus d'informations produites par des agents artificiels dans les mondes numériques, ça veut dire qu'ils s'entraînent sur de l'information produite par eux. C'est ce qu'on appelle les MAD,
modèle autophagique disorder, les désordres de modèle autophagique. Et donc, on est face, là, de plus en plus, on s'en aperçoit pas, mais il y a des intelligences artificielles qui créent par milliers, dizaines de milliers, des chaînes, par exemple sur YouTube, qui se ressemblent presque toutes. Par exemple, si vous vous intéressez au stoïcisme, bah, si vous tapez stoïcisme, vous n'allez pas tomber sur du Marc Aurèle ou du manuel d'Épictète. Vous allez tomber sur des vidéos ineptes, avec une voix très grave, et en fond des images de Grecs avec 14 abdominaux ultra musclés qui vont vous donner des conseils en fait masculinistes pour ne rester vous-même, séduire les femmes, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir avec du stoïcisme, bien entendu, mais bah, c'est comme ça que ça marche les modèles autophagiques. Et là, aujourd'hui, on a des cas beaucoup plus graves où carrément vous avez des vidéos de collègues. C'est arrivé au père du Nutri-Score, vous l'avez peut-être vu, avec des vidéos, avec lui, avec son image, racontant des choses ineptes en matière de santé publique. Et ça pourrait vous arriver à n'importe lequel d'entre vous, y compris à moi. Il s'est ouvert à cela, de cela à YouTube. Il a demandé évidemment que YouTube interdise la chaîne et YouTube n'a pas voulu. Il a dit que cette chaîne ne contrevenait pas, n'est-ce pas, aux normes imposées par cette plateforme de vidéos disponible. Depuis, il a obtenu gain de cause, enfin, passant par des canaux que je vais vous épargner. Mais vous voyez, cette confusion, y compris maintenant dans la création de textes, mais aussi, par exemple, pas plus tard, c'est pas pour parler de moi, mais pas plus tard que ce matin, j'ai vu un article sur la voyance faite par mail, hein, où j'étais cité en me faisant dire absolument n'importe quoi. Alors là, c'est que du texte, c'est pas de la vidéo, mais je pourrais vous donner la référence de cet article. J'étais absolument stupéfié, parce qu'on pourrait croire, par exemple, que je trouve que la voyance en ligne, c'est bien, ouais, des choses comme ça. Pourquoi, en fait, c'est pas du tout un hasard, c'est parce que je travaille sur les croyances, donc c'est probablement, évidemment, un article créé par intelligence artificielle, par un grand modèle de langage, et évidemment que dans l'urne, croyances collectives, etc., bah, il y a une chance que ça tombe. Donc ça veut dire que sur vos domaines de compétences, votre nom, à un moment donné, va être absorbé pour vous faire dire tout et n'importe quoi. Donc c'est quand même un problème hein, de confusion entre le réel et la production artificielle, et bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, les campagnes politiques se font de plus en plus massivement en ayant recours à ou bien des images qui sont des deepfakes ou de plus en plus des vidéos. Aujourd'hui, par exemple, Sora 2, c'est une plateforme de vidéo créée seulement par intelligence artificielle, qui est produite par OpenAI, vous savez, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Et les vidéos sont si réalistes qu'elles sont quasiment indiscernables hein, du réel. Alors quand elles sont très loufoques, on voit bien que sont des IA, mais sinon ça devient de plus en plus difficile. À quoi ça va aboutir? Bah, ça va aboutir en fait à un monde, et on y est quasiment. Et ça va pas du tout s'arranger, où en fait, nous ne pourrons plus tout à fait discerner une vraie image d'une fausse image, une vraie information d'une fausse information. Et qu'est-ce qui va pouvoir se produire? Ben, éventuellement, nous allons choisir en fonction de nos désirs. Mm. C'est ce que je propose d'appeler le scepticisme opportuniste. C'est-à-dire qu'en fait, nous douterons quand ça nous arrangera. Comme si nous aimons bien tel ou tel politique et qu'il vient de sortir quelque chose d'assez fou et d'abject moral. Ben, disons, pourquoi pas l'opportunité de considérer que non, bah, ça doit être un deepfake, ça a dû être fait par intelligence artificielle. Je vous signale que ça a été un réflexe. Alors évidemment, on sait que Viktor Orban l'utilise là massivement dans la campagne, etc. Et pas que lui, Donald Trump, bon, bref, de façon plus ou moins humoristique. Mais en France, lorsque Emmanuel Macron a semblé être giflé par Brigitte Macron, je pense que vous avez tous en tête cet événement insignifiant, mais sur lequel on a beaucoup glosé, eh bien, le premier réflexe de la cellule de communication de l'Élysée, c'est de dire que c'était un faux, de dire que ça avait été produit par une IA et probablement russe. Alors, il y a des raisons à cela, mais quand même, c'est stupéfiant. Alors, ils ont très vite rétropédalé, mais vous voyez bien qu'on est au bord du scepticisme opportuniste. Et puis, reparler, pour reboucler, et je m'arrêterai là, avec ces communautés qui sont centrées sur eux, qui partent à la recherche d'eux-mêmes, de la meilleure version d'eux-mêmes et de symptômes qu'ils peuvent ressentir, bah, ouais, l'IA est de plus en plus utilisée, vous le savez sans doute, comme un ami, un compagnon, voire comme un médecin
ou un psychologue, et notamment par les classes les plus jeunes, les catégories les plus jeunes, c'est qu'aux États-Unis, il y a plus de 30% des jeunes gens qui considèrent que échanger avec une IA est aussi satisfaisant qu'échanger avec un être humain. Et on a aussi, alors je l'étudie dans le livre, des, un développement massif et rapide de la fictoromance ou de la fictosexualité, c'est-à-dire des individus qui se déclarent amoureux de personnages de fiction, mais qui sont en fait animés par des intelligences artificielles. Et vous avez des applications où il y a des millions d'utilisateurs qui vous proposent d'avoir une romance avec une intelligence artificielle. Et c'est sûr que, alors là aussi, quand on regarde les verbatims qu'on fait des entretiens avec ces gens, ils vous répondent quelque chose d'imparable. Ils vous disent, mais au moins l'intelligence artificielle, le personnage de fiction, il n'est pas décevant. Et ouais, c'est vrai, il n'est pas décevant. Et vous retrouvez la notion d'incertitude. Ah oui, c'est sûr qu'avoir une vraie histoire d'amour, ça peut faire souffrir, c'est plein d'incertitudes, c'est tout simplement l'altérité. C'est l'altérité. Et donc là, ben, les intelligences artificielles, elles vous enferment dans une version de vous-même en réalité. Pourquoi vous la trouvez sympathique? C'est aussi parce qu'elle vous tend un miroir, à tel point d'ailleurs qu'on a aujourd'hui des suicides par intelligence artificielle. Et on sait très bien comment l'intelligence artificielle relance la personne qui est suicidaire, hein. Et en l'occurrence, il y a maintenant des dizaines de suicides par intelligence artificielle. C'est un phénomène qui est encore rare statistiquement, mais qui est avéré. Et il y a un jeune homme aux États-Unis qui a interrogé, c'était ChatGPT à propos du suicide et qui a fini par mettre fin à ses jours. Il a interrogé l'intelligence artificielle 200 fois sur le suicide. C'est-à-dire quelle corde meilleure utiliser ou de quelle sponge je pourrais sauter. Elle lui calcule les probabilités de chance de mourir, de s'écraser, tout ça. Donc lui, il l'a interrogé 200 fois. L'intelligence artificielle l'a relancé 1275 fois. Vous voyez. Les intelligences artificielles, elles vont avoir tendance à nous enfermer dans nous-mêmes et dans nos obsessions. On a même maintenant des psychoses par IA. Alors, il faut avoir un fond psychiatrique, mais n'empêche qu'apparemment, ça accélère la phase de décompensation. Avec quelqu'un aux États-Unis qui a tué sa mère, par exemple, parce qu'il était convaincu par l'IA qu'elle cherchait à l'empoisonner. Évidemment, ça venait pas de l'IA, ça venait de lui. Mais l'IA ne fait que vous encourager. Donc, vous voyez, ces communautés qui sont tout entières centrées sur elles-mêmes et qui vont dialoguer de plus en plus avec les IA vont se voir tendre un miroir totalement déformant. Donc, en fait, une des grandes questions morales presque de notre temps, c'est que ou bien nous cherchons les conditions, encore une fois, idéologiques et technologiques, économiques, historiques aussi, nous y prédisposent. Nous cherchons ou bien à projeter notre ego dans l'intégralité de l'univers, comme par exemple dans le transhumanisme. Alors je ne vais pas parler de ça, mais c'est quelque chose que j'étudie aussi dans le livre, évidemment. On cherche à projeter son ego dans tout l'univers, ou bien nous cherchons à ramener tout l'univers à l'intérieur de notre ego. Mais de toute façon, ce qui disparaît dans ces deux opérations, c'est l'autre, c'est-à-dire l'altérité, la possibilité de rencontrer l'autre et l'incertitude que charrie la notion d'altérité. Donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir maintenir un socle de vie commune avec le risque éventuel de se rencontrer? Je vous remercie.